Rebonjour, donc dans cette nouvelle vidéo, nous allons donc corriger le TD que je vous ai demandé de faire à la séance d'aujourd'hui et terminer le chapitre 13 sur la commande réflexe de notre système nerveux en ayant pris l'exemple du réflexe myotatique. Donc je reprends un petit peu le TD, donc ça va être assez rapide, hein, je pense qu'il n'y avait rien de bien compliqué à tout cela. Donc les quelques définitions qui sont ici vous seront rappelées dans le cours. Donc comment le message nerveux peut-il être transmis de la cellule présynaptique, donc celle avant la synapse, à la cellule postsynaptique, sachant qu'il y a un espace entre les deux, et que nous avons vu dans la semaine précédente que le message nerveux était de nature électrique, et donc sans contact physique entre les deux, le message nerveux électrique ne peut pas être transmis. Alors on vous parle un petit peu ici de deux choses, donc du neurone présynaptique et du neurone postsynaptique, et vous remarquez que dans le neurone présynaptique, on retrouve au bout de l'axone donc des vésicules synaptiques. Dans ces vésicules synaptiques, on vous explique ici qu'on va retrouver une substance particulière qu'on appelle un neurotransmetteur, donc le nom doit déjà vous évoquer pas mal de choses, et que dans ces neurotransmetteurs, ce neurotransmetteur s'appelle ici, pour une synapse entre deux neurones, donc neurone neuronique, l'acétylcholine. Lorsque l'on regarde, donc là vous avez la photo d'une synapse au repos, sans stimulation, sans message nerveux qui arrive. Quand on regarde dans le cas où le neurone présynaptique conduit un message nerveux qu'il doit transmettre au neurone postsynaptique, vous remarquez que les vésicules ici vont venir fusionner avec la membrane, et on peut dire qu'elles vont venir fusionner, et vous voyez qu'elles se retrouvent ouvertes sur l'extérieur, sur la fente synaptique. Donc on peut émettre l'hypothèse que ce qu'elles contiennent à l'intérieur, donc les neurotransmetteurs, vont être libérés dans cet espace-là. Donc on peut, sans trop se tromper, émettre une hypothèse que ce sont ces neurotransmetteurs contenus dans les vésicules synaptiques qui vont être à l'origine de la transmission du message nerveux. Donc ça, c'est l'hypothèse que l'on peut faire. Pour vérifier cela, on vous explique que l'on fait deux expériences. Donc la première où on va injecter donc de l'acétylcholine, donc le neurotransmetteur, dans la fente synaptique d'une synapse au repos, donc dans ce cas-là, et on remarque que ça déclenche la naissance d'un message nerveux dans le neurone postsynaptique. Donc on peut affirmer et valider l'hypothèse que c'est bien le neurotransmetteur que l'on a injecté à cet endroit-là, qui est à l'origine de la transmission du message nerveux. La deuxième expérience nous explique que l'on va injecter de l'acétylcholine, cette fois-ci marquée radioactivement. Donc on va pouvoir la suivre. On va pouvoir la suivre pas à pas, voir où elle va commencer, puis où elle va terminer son chemin. Donc on injecte cette acétylcholine dans le neurone numéro 1, donc présynaptique, celui qui est avant la synapse, et puis on va stimuler ce neurone. On obtient les résultats suivants, que l'on vous montre sur cette image que vous avez sur votre TD. Donc premièrement, on remarque donc de la radioactivité dans les vésicules postsynaptiques, donc ça veut dire que le neurotransmetteur que l'on a injecté s'est retrouvé emprisonné dans ces vésicules, et que ensuite, lorsque l'on a stimulé, nous avons retrouvé la radioactivité dans la fente synaptique, et plus précisément sur des récepteurs à l'acétylcholine, aux neurotransmetteurs, qui sont présents sur la membrane postsynaptique. Donc si on retrace un petit peu le trajet de notre acétylcholine, elle est d'abord stockée dans les vésicules synaptiques, puis libérée dans la fente synaptique avant de venir se fixer sur les récepteurs de la membrane postsynaptique. Si on laisse un peu le temps se dérouler, c'est ce que l'on vous dit ici en fin de paragraphe, l'acétylcholine est ensuite dégradée dans la fente synaptique. Donc si on résume un petit peu tout ça, on va pouvoir arriver et à compléter le schéma suivant. Donc il y a plusieurs choses à compléter, deux cases, et vous allez voir qu'ici au niveau de la membrane postsynaptique, il va falloir que vous rajoutiez des formes. Alors si je reprends le cours, le voilà, donc j'ai tout repris, on verra ça après, voilà ce que ça doit donner.
Donc premièrement, votre neurotransmetteur, donc dans le cas d'une synapse neuronique, c'est l'acétylcholine. Cette acétylcholine est synthétisée par transcription, traduction, puis stockée dans des vésicules. Ensuite arrive un message nerveux, donc des potentiels d'action arrivent, ce qui va induire la libération de ce neurotransmetteur dans la fente synaptique. C'est ce qu'on appelle l'exocytose extérieure de la cellule. Ces neurotransmetteurs libérés vont ensuite venir se fixer sur leurs récepteurs qui sont disposés sur la membrane du neurone postsynaptique, donc c'est un système de fixation un petit peu comme les anticorps face à leur antigène, de forme complémentaire. Et une fois que le neurotransmetteur est fixé sur le récepteur, ça donne naissance au message nerveux dans le neurone postsynaptique. Donc voilà ce que je vous disais dans la vidéo précédente. Donc soit on est au niveau d'une synapse neuronique, comme c'est le cas ici, et donc ça donne naissance à un message nerveux dans le neurone postsynaptique, soit on est au niveau d'une synapse neuromusculaire, à ce moment-là, ça donnera naissance à la contraction du muscle. Donc on va se retrouver avec un message nerveux électrique dans le neurone présynaptique, un message nerveux électrique dans le neurone postsynaptique, et entre les deux, la transmission de ce message nerveux est chimique, par l'intermédiaire de neurotransmetteurs. Ensuite, deuxième partie du travail, on vous demandait d'expliquer comment le codage, c'est-à-dire l'intensité de la stimulation, qui, je vous le rappelle, est codée en fréquence de potentiel d'action le long du neurone, comment ce codage est préservé au niveau de la synapse. Donc il y a deux documents qu'il va falloir relier. Donc le premier à étudier est le suivant, ici, le codage du message nerveux. Il est assez simple, on voit que plus la fréquence des potentiels d'action augmente, donc plus la stimulation sera importante au niveau du neurone présynaptique, vous remarquez que plus la quantité de neuromédiateurs libérés dans la fente synaptique sera importante. Avec un plateau, c'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine fréquence de potentiel d'action, vous aurez beau augmenter la stimulation et donc la fréquence des potentiels d'action, au bout d'un moment, voilà, on a libéré tous les neurotransmetteurs qui étaient dans les vésicules présynaptiques, donc on ne peut pas en libérer plus. On arrive à un plateau, à un maximum, à une saturation. Le deuxième document à étudier était le suivant. Ici, on mesure l'activité électrique d'un neurone postsynaptique, c'est-à-dire après la synapse, en fonction de l'activité du message nerveux présynaptique. Deux cas sont décrits ici. Le premier, donc on remarque simplement que lorsque l'activité du neurone présynaptique est moyenne, l'activité du neurone postsynaptique sera moyenne, et lorsque l'activité du neurone présynaptique est élevée, on remarque que la fréquence des potentiels d'action dans le neurone postsynaptique sera plus élevée. Si on relie donc nos deux documents à tout ça, hop, si je reprends mon TD, on est ici, voilà, donc si je relie ces deux documents, je peux répondre facilement à mon problème en disant que le codage du message nerveux se fait en quantité de neurotransmetteurs déversés dans la fente synaptique. Puisque si on met en relation les deux documents, on remarque que plus la fréquence des potentiels d'action dans le neurone présynaptique est élevée, plus la quantité de neurotransmetteurs déversés dans la fente synaptique sera importante, et par conséquent, plus la fréquence des potentiels d'action post-synaptique sera élevée à son tour. Voilà comment est codé et conserver le codage du message nerveux entre le neurone présynaptique et postsynaptique. Voilà, donc tout ça a été repris dans le cours, je vous laisserai regarder, donc j'ai renoté les hypothèses, les résultats, le schéma corrigé, donc les récepteurs ont été dessinés, et vous voyez que le neurotransmetteur, donc, son devenir, soit il est détruit, soit dans certaines synapses, il va être recapté. Voilà. Ah oui, donc deux remarques à faire. Donc ce qui est important à retenir, c'est que la transmission du message nerveux au niveau d'une synapse est chimique, d'accord? Que le neurotransmetteur, c'est toujours l'acétylcholine dans une synapse neuromusculaire, mais il y en existe d'autres. Ça peut être le GABA, hein, GABA, tout simplement, donc ne soyez pas choqués si vous trouvez d'autres molécules. Le passage de la synapse nécessite un délai qu'on appelle un délai synaptique
donc entre 0,6 et 0,8 millisecondes, donc à chaque fois qu'il y a une synapse, le message nerveux va perdre un peu de temps. C'est pour ça que nous avons tout intérêt à réduire le nombre de synapses, comme c'est le cas dans le réflexe myotatique, où vous avez un réflexe monosynaptique, il n'y a qu'une synapse au niveau de la moelle épinière. Et dernière chose, la transmission du message nerveux se fait dans un seul sens, du neurone présynaptique au neurone postsynaptique. On dit que la synapse est polarisée. Le codage, ce qu'il y a à retenir, c'est la chose suivante. Le codage du message nerveux se fait en quantité de neurotransmetteurs, c'est un codage en amplitude. Voilà. Et deux choses, donc simplement pour aller un petit peu plus loin dans la connaissance du fonctionnement des synapses, et puis pour un peu vous montrer ce qu'un exercice type 2.2 sous quelle forme il peut prendre, en vous parlant de l'action de deux molécules chimiques sur ces synapses, la première le curare et la deuxième la toxine botulique, le Botox. Si on prend ce document, par exemple, donc le curare c'est un poison qui était utilisé par les Indiens d'Amazonie, ils recouvraient donc l'extrémité des flèches de leur sarbacane de ce poison, puisqu'il avait la capacité à, lorsqu'ils atteignaient leur cible, la proie était paralysée. Donc un chercheur, donc M. Claude Bernard, qui a étudié le mode d'action du curare, a émis l'hypothèse que le contact entre le nerf et le muscle, donc c'est-à-dire ce qui se passe au niveau de la synapse neuromusculaire, n'avait pas lieu. Il a donc isolé des muscles dans un milieu de culture, et puis il les a mis en contact avec du curare, ou non, et puis il stimulait la contraction de ce muscle en ajoutant de l'acétylcholine. Donc la courbe numéro 1 noire, qui est notre courbe témoin, ici on n'a pas rajouté de curare, lorsqu'on a rajouté de l'acétylcholine, vous voyez que la contraction musculaire a lieu. Et puis il a fait 3 autres expériences en augmentant à chaque fois la dose de curare, et on voit que la contraction n'a plus lieu. Donc effectivement, il avait raison, le curare empêche la contraction musculaire. Alors comment il l'empêche ? C'est assez simple, ça vous rappellera ce que l'on a dit sur la notion d'anticorps et d'antigène. On voit que la molécule d'acétylcholine, sur son extrémité ici, eh bien, le curare a, pour cette partie-là, une forme analogue, similaire. Ce qui fait que si je reprends le schéma de notre synapse neuromusculaire, puisque là c'est le cas d'une synapse neuromusculaire, eh bien, le curare va venir prendre la place sur le récepteur de l'acétylcholine, et donc empêcher la fixation de l'acétylcholine sur son récepteur, et donc empêcher la contraction du muscle. Tout simplement. Il y a un autre mode d'action, une autre molécule chimique dont vous devez connaître le fonctionnement, c'est la toxine botulique. Donc le Botox est une toxine qui est produite naturellement par une bactérie, et que l'on s'injecte lorsque l'on fait de la chirurgie esthétique pour redonner du volume aux joues et aux lèvres. Lorsque l'on regarde ce document, ici, qu'est-ce que l'on voit? Donc vous avez, on a marqué radioactivement justement les vésicules présynaptiques, et donc leur contenu dans une jonction neuromusculaire entre un neurone et un muscle, et puis on a injecté pour certaines du Botox et d'autres non. On a stimulé le neurone pour induire, pour déclencher le fonctionnement de la synapse, et donc le déversement du neurotransmetteur par les vésicules présynaptiques dans la fente synaptique. On remarque que pour notre contrôle, avant stimulation, donc il y a une forte radioactivité au niveau des vésicules présynaptiques, puisque il n'y a pas eu de stimulation. Après stimulation, les vésicules ont fusionné avec la membrane, se sont vidées de leurs neurotransmetteurs, donc la radioactivité a disparu. On voit que pour les cellules qui ont été mises en contact avec du Botox, il n'y a quasiment pas de différence avant et après stimulation, donc les vésicules n'ont pas fusionné avec la membrane présynaptique pour déverser leurs neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Ce qui nous amène à dire la chose suivante, c'est que la toxine botulique va empêcher l'exocytose de neurotransmetteurs. Sans neurotransmetteurs, vous n'aurez pas de contraction musculaire. Donc voilà comment on peut agir encore cette toxine. Vous avez 2 remarques que je vous laisserai lire, donc sur d'autres molécules et leur mode d'action. Et on termine là-dessus, donc ce chapitre 13 sur la commande réflexe du muscle. Donc vous avez ici le schéma bilan classique que l'on fait depuis le début de l'année, où on reprend le neurone en T, neurone sensoriel, hop,
on reprend les trajets du réflexe myotatique. C'est ce que l'on appelle un arc réflexe, hein, un aller, un retour, voilà. Et en dessous, vous avez le fonctionnement d'une synapse, d'une manière générale, hein, neuromusculaire ou neuroneuronique, c'est la même chose, avec le codage en fréquence de potentiel d'action, le détail de ce qu'est un potentiel d'action, et donc la libération des neuromédiateurs qui vont venir se fixer sur le récepteur qui sera empêché par le curare. Voilà. Je reste à votre disposition sur serveur Discord pour des questions si vous en avez, mais l'ensemble me paraît clair et suffisamment simple. Ah oui, vous aviez une petite animation, donc le lien, je ne sais pas si vous arriverez à le recopier sans faute, sinon vous tapez animation synapse dans Google, donc on peut le faire rapidement. Voilà, Synapse Academy Mesh, et voilà, vous allez voir comment fonctionne une synapse. Voilà, c'est tout simple. Donc là, ce n'est pas une synapse neuromusculaire, puisque ce n'est pas l'acétylcholine que vous avez à l'intérieur comme neurotransmetteur, mais le GABA, dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc c'est une synapse neuroneuronique. Voilà.